Cette intervention, je la commencerai en fait en rappelant les travaux qui ont eu lieu au Sénat, donc ici même, il y a 2 ans, c'était en courant 2016. Donc, une mission d'information sénatoriale sur le revenu de base, à laquelle a participé une bonne dizaine de sénateurs. Ils ont fait, je crois, 99 auditions, c'était assez conséquent. Et ce rapport voilà, a donné une direction qui est de dire voilà, il faut choisir entre l'utopie ou l'expérimentation. Et donc l'utopie, on en a beaucoup parlé dans le passé. Nous, vous avez vu la table ronde précédente, on n'est pas tellement dans l'utopie. Voilà, on est dans le parler vrai. Chacun dit vraiment ce qu'il croit et son expérience et sa compétence parlent vraiment très fortement. Là, on va se dire maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Et est-ce que c'est vraiment l'expérimentation qui est la voie, ou est-ce que c'est plutôt des réformes incrémentales? Est-ce qu'on peut avancer par étapes vers un revenu universel? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, je vais faire une intervention introductive. Ensuite, Marc Wolf, si présent, donc nous apportera toutes ses compétences. Vous allez voir, est assez solide également. Voilà. Et Elena Cipriani, qui est conseillère de Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse, le représente, sachant qu'il était retenu par un événement assez dramatique en Corse, et donc il n'a pas pu venir aujourd'hui comme il avait prévu. Voilà, il a loupé son train hier soir, son avion, pardon. Et donc, Léonard est là, très gentiment, et va donc vous expliquer les projets de Corse sur notre sujet de revenu universel. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'était l'hypothèse d'un revenu universel de l'ordre de 500 € par adulte, 200-250 € par enfant, nous l'avons vu ce matin, et avec les compléments conditionnels, bon, financement équilibré par construction, 25%, c'est l'ordre de grandeur. Bon, je ne reviens pas là-dessus, c'est à peu près ce que nous avons partagé jusqu'ici, avec des points de vue complémentaires. La question, c'est comment on avance. Et là, de l'utopie et l'expérimentation, le sénateur Jean-Marie Van Lerenberg, qui devait intervenir aujourd'hui, pareil, était retenu pour des raisons familiales. Donc, bon, il ne peut pas être là aujourd'hui, mais néanmoins, nous partageons sur ce travail. Et donc, on va regarder. Alors, les questions qui se posent, c'est est-ce qu'on peut expérimenter ou est-ce qu'il faut mettre en place étape par étape? Je dirais qu'une première chose à voir, c'est que sur une question comme l'individualisation, je ne vois pas très bien ce qu'on va pouvoir expérimenter. Individualiser, c'est une notion d'efficacité, de justice, d'équité, de plein de choses, ça a plein d'avantages. Expérimenter l'individualisation, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. On a vu ce graphique tout à l'heure, ce matin, c'est Léon Régent qui l'a présenté déjà, où pour les personnes, enfin les couples qui se forment avec des bas revenus, il y a une perte, qui est la ligne rouge, une perte de la mise en couple, alors que pour les revenus dissymétriques élevés, donc là, il y a un gain à se mettre en couple. On ne comprend pas très bien quelle est la logique de cette différence entre l'État qui aiderait les riches à se mettre ensemble et qui découragerait les pauvres de se mettre ensemble. On ne voit pas très bien la logique de la chose. Donc là, on dit expérimenter. Qu'est-ce qu'on va expérimenter là-dessus? C'est probablement plutôt une avancée politique, une meilleure compréhension de la chose, qui pourrait faire évoluer les choses. Fabrice Langlard, qui travaille sur le revenu universel d'activité, qui était présent ce matin, je sais que dans les modélisations qu'il fait, pour l'instant, il est quand même dans une hypothèse où il veut resserrer l'écart qu'il y a entre généré par la mise en couple sur les bas revenus. Donc la ligne rouge devrait pouvoir évoluer dans un sens plutôt favorable. Bon, voilà, donc ça, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait expérimenter. Par contre, sur le gros du sujet, qu'est-ce qu'on peut faire? On a parlé de l'impôt sur le revenu et des différentes tranches de l'impôt sur le revenu avec cette progressivité. La progressivité de l'impôt sur le revenu, en fait, on en a une vision qui est peut-être un peu éloignée de la réalité. On parle des tranches qui vont jusqu'à 45%. La tranche de 45%, ça la concerne en France 60 000 foyers fiscaux. Merci à Marc Wolf qui m'a transmis ce magnifique tableau. Je vous remercie. Voilà. Voilà, donc c'est 60 000 foyers fiscaux. 41%, 350 000 foyers fiscaux. La somme de ces deux taux marginaux d'imposition, 41 et 45%, c'est de l'ordre de 1% des foyers fiscaux. 1,1% des foyers fiscaux. Donc on est sur un sujet qui est relativement marginal. C'est 1,1% des foyers fiscaux. C'est important, parce qu'il y a des enjeux politiques, voilà, mais c'est quelque chose qui est, en nombre de personnes, qui est assez marginal. Bon. Donc si je mets de côté cette partie-là
41-45%, et qu'on se concentre plutôt sur le reste. Sur ce tableau que vous avez sous les yeux, qui date de 2012, c'est pas récent, on a encore un taux à 5,5%, qui a été supprimé depuis. Mais néanmoins, on s'aperçoit que le taux à 30% est le taux qui a la plus forte recette fiscale. De l'ordre de 40% de la recette fiscale vient des personnes qui sont au taux marginal de 30%. Donc ce taux est vraiment structure la recette fiscale. Et les taux en dessous, on le verra, je vous montrerai juste après, sont les taux soit qui n'existent plus, le taux 5,5 n'existe plus, soit 0, c'est 0, soit 14%, qui est un taux qui est grignoté. Je le dis comme ça, qui est grignoté. On va voir comment il est grignoté. Je trace sur cette belle courbe la progressivité de l'impôt, de manière plus visuelle. Donc c'est vers le bas, c'est de l'impôt, donc c'est vers le bas, hein. C'est une ponction. Donc la tranche 2 à 14%, tranche 3, tranche 4. Donc là, vous avez vraiment la courbe. Et donc chacun, si quelqu'un a un revenu annuel, je sais pas, de 70 000 euros, 70 000 euros, vous le voyez par ici, sa ponction fiscale, elle est à ce niveau-là, elle est environ 15 000 euros annuels. Bon, ça c'est le cas d'un célibataire sans enfant, enfin le cas le plus simple, ça donne ça. C'est ça la progressivité. Et cette progressivité, elle s'exprime souvent par le tableau que j'ai mis en dessous, qui est un taux marginal de prélèvement par tranche, de 0 à 9 964 euros annuels. Le taux est 0, ensuite 14%, ainsi de suite. C'est comme ça que c'est présenté. Et comme je disais, 1% ici, 12%, 30%, voilà, c'est l'ordre de grandeur de la chose. Donc c'est la progressivité, on peut la penser comme ça. Cette progressivité, dans la notice pratique, ça s'appelle ça, la notice pratique de l'impôt sur le revenu 2019, pardon, la brochure, merci, la brochure pratique, qui fait seulement 400 pages. Donc, si vous cherchez une explication sur votre impôt, vous cliquez, vous tombez là-dessus, 400 pages. Bon. À la page 325, très précisément, en bas, vous avez ce tableau-là, en bas, qui vous dit enfin comment calculer l'impôt. Vous avez déjà peluché les 324 pages précédentes. Vous dites maintenant, pour calculer votre impôt, vous faites ça. J'ai dit Marc Wolf. Et donc, vous faites votre calcul en disant, voilà, si mon revenu divisé par le nombre de parts est entre temps et temps, je prends mon revenu, je le multiplie par le taux, 14%, 30%, ainsi de suite, c'est le taux de la tranche, et je soustrais une valeur qui est une valeur constante, multipliée par n, qui est le nombre de parts. Une personne seule donc, va soustraire cette valeur-là. Un couple va soustraire 2 fois cette valeur-là. Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais le calcul de l'impôt, sur la tranche 3, il faut soustraire cette valeur de 5 798 euros. Vous êtes tous des gens éveillés, donc vous avez divisé ça par 12. Et donc divisé par 12, ça fait très exactement 483,17 euros. Je laisse un petit silence s'installer. Donc ces 483,17 euros, c'est très exactement l'équivalent de ce décalage que l'on a par rapport à un impôt qui serait proportionnel. Donc on est sur la tranche 3, on paye un impôt proportionnel de 30% et on reçoit un crédit d'impôt individuel de 483,17 euros. Qu'on est en couple, c'est 2 fois 483,17 euros. Et donc, quand on parle de mettre en place un revenu universel par étapes, on va dire, tiens, pourquoi ne pas tester le fait de nommer cette chose-là, on peut juste la nommer, hein, de nommer cette valeur-là revenu universel. Ben, je commencerai comme ça. Pour commencer à mettre en place un revenu universel, je ferai ça. Je nommerai ce 483,17 revenu universel. Je ne ferai rien d'autre. Donc, en tant que réforme, c'est juste nommer un truc. Hein. Il n'est pas plus léger que ça en tant que réforme. Hein. Je nomme une valeur qui existe déjà. Bon, je ne l'aurai pas là, évidemment, mais je commence par ça. Et ensuite, je dis, bon, on regarde maintenant ce qui se passe pour les plus bas revenus. Plus bas revenus, on voit que, bon, ils ont sur les tranches à 14% ou à 0%, donc ils ne payent pas d'impôt, ils payent un impôt relativement restreint. Par contre, ils perçoivent du RSA ou ils perçoivent la prime d'activité. Et quand on regarde les valeurs du RSA, on se rend compte que le RSA, il ne fait pas 483 euros, il fait 492 euros, une fois enlevé le forfait logement.
Donc on est quand même extrêmement proche. Ce qui veut dire que je vois un bénéfice extrêmement fort à dire, OK, plutôt que s'embêter à faire des choses extrêmement compliquées, on prolonge tout simplement la courbe ici, par le pointillé que vous voyez en rouge ici, par ce pointillé, pour dire maintenant, de 0 revenu jusqu'au revenu qui sont 41%, les 1% les plus riches, tout le monde aura un impôt calculé ainsi, de 0 à 6 000 machin, 30% moins 483,17 € par personne. C'est une réforme tout de même relativement simple. Relativement simple. Alors, je vois qu'ils sourient, et je vois qu'ils font des grands yeux, bon. Mais pour une réforme incrémentale, ça me paraît une approche qui a peut-être du sens. Ça a d'autant plus de sens que l'évolution de la progressivité de l'impôt de 2019 à 2020 est tout à fait dans ce sens-là. Vous avez dû voir passer l'annonce que la tranche à 14% allait être remplacée par une tranche à 11%. Donc la pente, alors je ne sais pas si ça faut le voir, hein, la pente qui est 14% en rouge ici, va passer en 2020 à une pente plus faible, à 11%. Et ceci va se faire en prolongeant la tranche à 30% plus haut. Voilà. Marc me souffle la suite. Voilà, donc la tranche va commencer plus haut. Donc la tranche 30% progresse. Donc il y a un tiers du chemin qui est fait. Et en plus, avec la décote, qui est le mécanisme qui est en pointillé ici, la pente réelle ici, elle est à 16%. Donc en fait, la tranche 2, elle est grignotée, ce que je disais tout à l'heure, elle est grignotée par cette réforme de 2020, elle est grignotée par la décote, et donc il reste ce petit triangle ici, voilà, qui pèse de l'ordre de 5 milliards d'euros au niveau budget. Voilà. Donc on a, année après année, tout ceci est grignoté, tout ceci diminue. Donc finalement, l'écart que représente la tranche 2 se résorbe. Et donc on n'est plus très loin de pouvoir tirer un trait ici et de ne pas changer grand-chose, de ne pas changer les choses pour beaucoup de personnes, quoi. Ça, c'est pour les célibataires. Pour les couples, c'est un peu plus compliqué. On y viendra après. Si on est dans l'idée... Alors, attendez, je reprends celui-ci, voilà. Hop, voilà. Si on est dans l'idée de prolonger la tranche 3 dès le premier euro, c'est-à-dire qu'on commencerait ici, on commencerait donc en territoire positif, c'est-à-dire que les gens recevraient de l'argent, en l'occurrence. Hein. On est en positif, les gens reçoivent de l'argent. Donc ici, quelqu'un qui a 0 revenu, il recevrait 483,17 € du fisc, un crédit d'impôt, et ensuite, il paierait 30% sur tous ses revenus suivants. Ça remplace très nettement le RSA, prime d'activité, hein, très nettement. Et donc, on peut imaginer que le nouvel impôt, ce soit ça, c'est qu'on chacun déclare ses impôts, comme aujourd'hui, prélèvement à la source et tous les mécanismes qui existent, qui sont des grands progrès, abattement pour frais professionnels, 10% et autres. On fait la somme, on additionne tout ça, 30%, on soustrait la valeur de 2020, j'imagine que ça sera plutôt en 2020, là c'est un peu court pour 2019, hein, pour 2020, donc 493,60 €, voilà, par personne, le double pour un couple. On soustrait les éventuels revenus sociaux déductibles, RSA, si quelqu'un a reçu le RSA, on lui enlève le RSA qu'il a déjà reçu, ça ne sert à rien de le payer deux fois. Et donc on fait quelque chose qui serait assez simple, et qui par rapport à ce qu'on sait déjà faire, serait vraiment mis en place de manière assez rapide. Le processus qui a été mis en place en début d'année avec le prélèvement à la source est un processus sur lequel chaque individu, chaque foyer fiscal peut suivre sur le site impôt.gouv.fr, peut suivre les échanges qu'a le fisc avec ses employeurs et les différentes administrations. Et donc si vous allez sur votre site impôt.gouv.fr, vous allez sur votre identifiant, vous allez pouvoir trouver ça. Je ne sais pas qui a déjà fait l'exercice ici, mais enfin bon, c'est facile à faire. Donc là, vous avez, par exemple, là, le taux transmis par la direction des impôts à l'employeur XXX qui habite rue des Alouettes, très bien. Et donc, l'employeur a demandé le 10 avril d'avoir le taux, le fisc lui a répondu le 19 avril. Bon, c'est un peu compliqué, il faut un peu de temps. Et donc, voilà, un taux de 9,9% qui a été communiqué à l'employeur. Avec ce taux, l'employeur a fait un calcul, a calculé que par rapport à un salaire, mettons ici de 2 000 €, il prélève à la source 198 €. Donc il informe le fisc de ce prélèvement. Et s'il y a des revenus autres, du genre loyer par exemple, un loyer, là on peut avoir un acompte. Bon. Ça, ce que je vous présente sur la gauche, c'est exactement l'existant.
C'est exactement l'existant. Vous allez sur votre site, vous trouverez ça. C'est exactement ça. Et ce qu'on pourrait imaginer, c'est un changement où, au lieu que l'administration fiscale donne un taux à l'employeur, ce soit l'inverse, ce soit l'employeur qui donne le montant du salaire au fisc, et ce soit le fisc qui fasse le prélèvement. Et donc là, c'est une inversion qui, techniquement, il ne faut pas très bien que ce soit la difficulté technique la chose, hein, peut-être que Daniel aura un avis là-dessus, hein, c'est probable. Mais voilà, mais c'est un inversement qui ne me paraît pas insurmontable. Et une fois qu'on a fait ce processus intermédiaire, ensuite, il n'est pas très compliqué de dire, voilà, on va changer les règles de calcul. Ce n'est plus un taux de 9,9%, c'est un acompte de 30% moins l'abattement de 10%, donc ça fait 27%. Tout à l'heure, on avait un débat entre 25 ou 30, moi, maintenant je dis 27, voilà, ça change un peu. Mettons 27%. Un crédit d'impôt individuel qui est également calculé par le fisc, qui vient se déduire de l'impôt prélevé. Et donc, selon les cas, soit on a des revenus élevés, parce que là, ça réduit, soit on a un revenu faible, et dans ce cas-là, c'est un versement qui est fait directement sur le compte de la personne. Donc là, le fisc a tous les éléments pour faire ce travail-là.